Saga présente Disparition en eau turquoise de Valérie Liécot, lu par Domitil Vialet. Ce livre est une œuvre de fiction. Les allusions à des personnes réelles, des événements, des établissements, des organisations ou des lieux ont seulement pour but de donner un caractère authentique et sont utilisés fictivement. Tous les personnages et dialogues sont le fruit de l'imagination de l'auteur. Éditeur Valérie Liécot, Parc de la Baie Orientale, 97 150 Saint-Martin, France. Copyright Valérie Liécot 2017, tout droit réservé, ISBN 9781 5214 23318. Image de couverture Pexel, couverture réalisée par couverture.com. Prologue. Sur une plage déserte des Virgin Islands, territoire britannique des Caraïbes, plusieurs années auparavant. Ses mains tremblotaient. Il respirait vite. L'air se faufilait avec difficulté à travers sa gorge nouée. Il devait se ressaisir. Il avait presque fini. Le trou était suffisamment large, mais c'était plus prudent de creuser encore un peu. Il paniquait, car il lui avait semblé avoir aperçu un reflet furtif à quelques dizaines de mètres, comme ceux provoqués par un objet métallique balayé par l'éclairage de la lune. Avec nervosité, il jetait de temps en temps un coup d'œil vers l'endroit où il pensait avoir décelé cet éclat lumineux. Mais plus rien. À nouveau la pénombre. La peur, sans doute, lui faisait voir ce qui n'existait pas. Il trembla plus encore lorsque le trou devenu très profond était fin prêt à servir. Il l'avait creusé juste à la jonction entre le sable nu de la plage et la première rangée d'arbres de la forêt côtière. Il songea à ce paysage si magnifique le jour, des cocotiers tellement vertigineux que certains ayant trop grimpé vers les cieux avaient dû se résoudre à se courber vers le sol, se couchant presque à l'horizontale. L'avant-veille, il s'était amusé à marcher sur l'un d'eux. Devant cette crique recouverte par un tapis doré, des eaux limpides et poissonneuses s'étalaient jusqu'à l'horizon. Et surtout, aucune habitation, aucune trace de vie humaine, même pas la case transitoire d'un pêcheur. Le paradis ici-bas. Il n'avait jamais imaginé qu'il reviendrait sur ces lieux pour faire ce qu'il était en train de faire. Ce décor d'Éden contrastait avec la forme oblongue qui gisait un peu plus loin et que la mer venait parfois caresser comme du bout de ses doigts humides. Cette masse, il ne l'avait plus regardée depuis qu'il avait enfoncé dans la terre sablonneuse son premier coup de pelle. Il s'était concentré, sans relâche. Il était chronométré. Maintenant qu'il avait fini de creuser, il l'observa à nouveau. N'importe qui pouvait deviner ce que la bâche bleue enroulait. Les liens qui avaient servi à maintenir celle-ci rendaient encore plus facile l'identification de son contenu. On imaginait bien la tête, le tronc, puis les jambes et au bout les pieds qui pointaient vers le haut. C'était autour de ces différentes parties du corps qu'il avait noué les cordes. Il enfonça la pelle juste à côté de la tombe improvisée, courut vers la masse inerte comme si tout à coup le temps lui manquait. Il la tira jusqu'au trou, laissant derrière lui une longue traînée dans le sable. Il poussa le cadavre jusqu'à ce qu'il tombe tout au fond. Lui qui n'avait peut-être jamais mis un pied dans une église exécuta un signe de croix. Un réflexe ou un instinct sortit d'on ne sait où, mais ce geste, parce qu'il réveillait sans doute les consciences, fit jaillir les larmes. Il sanglota. Il hésita, mais il devait placer correctement le mort, par respect pour celui-ci, même s'il l'avait quelque part cherché. Comment avait-il osé abuser d'elle? Il sauta dans le trou, allongea dignement le corps, lui toucha la tête en dernier geste d'adieu. Il répéta plusieurs fois comme s'il devait lui-même se convaincre. C'était un accident. C'était un accident. La vie ne tenait souvent qu'à un fil. Il dut faire quelques efforts pour sortir de cette tombe clandestine, et il paniqua un peu de ne pas pouvoir y parvenir. C'eût été ridicule de rester coincé là-dedans comme un animal pris dans un piège. Au moment où il réussit à hisser le haut de son corps, il vit une paire de pieds nus près de ses mains. Il leva les yeux, bien que surpris, il fut soulagé. « Ah, c'est toi, mais je pensais que tu ne voulais pas venir m'aider. »« Oh, que si !
L'homme aux pieds nus attrapa la pelle. Il n'aimait pas ce qu'il devait faire, mais il n'avait pas le choix. Chapitre 1. Il n'appartient pas à l'être humain de sauver son frère de la mort. Il ne peut que l'aimer. Marie-Claire Blais, Le jour est noir. Le visage quelque peu ennuyé, Yves du Château s'affairait à remplir un formulaire d'une écriture très appuyée et acérée. Reflet de son enfance blessée, au sens propre comme au figuré. Des coups, il en avait reçu, même s'il avait fini par apprendre à les parer, puis à en donner. C'était peut-être pour cela qu'il avait, à 27 ans, acquis le physique d'un adepte de boxe thaï, un corps sec, mais des muscles que l'on devinait puissants et vifs. Bien que la partie administrative de son boulot fût ce qu'il détestait le plus, il s'appliquait consciencieusement à noircir quelques cases. De toute façon, le reporter à plus tard ne faisait qu'entasser les dossiers, aggraver le problème, augmenter son dégoût pour cette tâche. D'autant plus qu'ici, l'informatisation accusait au moins une décennie de retard par rapport à Paris. Il venait de commencer à écrire la date du jour 5 décembre 2016 sur un nouveau document quand il s'interrompit, ressentant une légère crampe dans sa main gauche. Pour se relaxer un instant, il redressa la tête, la tourna vers la fenêtre grillagée. Il replaça ses lunettes de myope sur le nez pour mieux percevoir au loin chaque détail. La mer était devenue anthracite, parsemée de rayures argentées ondulantes que provoquait la lune presque pleine. Les bateaux ancrés dans la baie étaient pour la plupart assez éclairés, leurs occupants sans doute attablés pour le dîner. Ils battaient pavillons américains, anglais, russes, belges, français, brésiliens, suédois. Bref, un échantillon assez large des nationalités que comprenait la planète. Toutefois, c'étaient leurs ressortissants, en général les plus riches, qui mouillaient dans ces eaux. Les drapeaux étaient beaucoup plus agités que le matin, la météo commençait à changer. Et s'il venait à pleuvoir, cela ne l'inquiétait pas. Il savait qu'il n'aurait jamais réellement froid. C'était le privilège de vivre dans la douceur des températures de la Caraïbe. Même une nuit de décembre, celle-ci dépassait presque toujours les 20 degrés. Depuis leur installation sur l'île, ce climat était ce que sa femme Nadia appréciait le plus. Ne pas devoir se préoccuper de comment habiller leur fille, voire ne pas du tout s'en tracasser, et l'autoriser à courir presque nue, juste avec sa couche. Parfois, sa maman la laissait volontiers, totalement dévêtue, libre de tout mouvement, et tant pis si elle devait passer la serpillière après elle pour éponger tout ce qu'elle semait un peu partout. C'était peut-être grâce à cette liberté qu'elle avait marché si tôt, vers ses 10 mois, épatant sa grand-mère maternelle qui était alors en visite. Maintenant, à 2 ans révolus, il la sentait prête à nager sans ses minuscules brassards orange qu'il gonflait à peine. Lui qui aimait tant dormir en mer, il enviait ces gens sur ses bateaux. Sa nuit d'astreinte devait être plutôt calme, comme d'habitude. La plupart de ses potes à qui il avait annoncé sa mutation pour Saint-Barthélemy, alias Saint-Barth, n'avaient eu que des mots tels que « chansard »,« cool »,« super ». Ils n'avaient vu là qu'une opportunité d'être planqués pendant quelques années et d'élever leur fille Maya sans chichi, sans manteau, sans ces rhinopharyngites qui s'enchaînaient les unes après les autres sous le climat tempéré de la métropole. Mais lui seul connaissait les raisons exactes de sa présence et ce pourquoi il avait bataillé pour obtenir ce poste. Son frère utérin avait disparu à quelques îles d'ici, plus au nord, et il avait l'espoir qu'un jour, peut-être, il réapparaîtrait. Pourtant, il avait très peu vécu sous le même toit, une fratrie séparée pour cause d'incompétence maternelle, pour cause de pères absents. Il avait été juste là le temps de les concevoir. Son demi-frère et lui avaient ce point commun. Leurs géniteurs respectifs n'avaient pas attendu que leur mère souffle leur deuxième bougie d'anniversaire pour les abandonner. Par la suite, celle-ci avait vite craqué à la suite de la naissance d'un troisième enfant et tous les deux avaient supporté des placements successifs dans de multiples foyers d'accueil. À sa majorité, Yves l'avait enfin retrouvé. Mais les retrouvailles furent de courte durée et il ne pouvait se résoudre à ce que son frère ait pu disparaître, voire mourir. Comment pouvait-on croire à la mort d'un jeune homme parti sur ses 2 pieds, plein de vie et de rêves, tenter sa chance dans la Caraïbe? Il y avait même rencontré l'amour. Il l'appelait la future femme de sa vie. Yves du Château se noyait sans doute dans des illusions, était probablement dans le déni, car cela faisait bientôt 7 ans que François n'avait plus donné signe de vie.
Mais il y a 3 ans, sa femme Nadia, alors vendeuse aux Galeries Lafayette, avait accepté une invitation à dîner chez Solange Guérin, une collègue logoréique qui ne se sentait vivre qu'en recevant chaque samedi une dizaine de convives, prêts à boire et manger jusqu'aux petites heures de la nuit. Solange, ce soir-là excitée, avait davantage remué sa crinière blonde en leur racontant une histoire digne d'un roman. N'ayant jamais connu son père, que la plupart de ses proches considéraient comme mort, elle leur annonça l'avoir retrouvé par le plus grand des hasards. Il n'avait pourtant plus donné signe de vie depuis presque 30 ans. Cependant, l'éclipse avait été volontaire, préméditée. Il vivait caché, oublié de tous sur terre de bas, une île isolée de l'archipel des Saintes. C'était un détail a priori insignifiant qui l'avait trahi, son accent. Mais pour un fin connaisseur, c'était un accent typique d'un bled de l'Auvergne. Des intonations dans le phrasé que seul un autre villageois, débarqué par pure coïncidence sur ce territoire perdu, avait reconnu de suite. Et si cela s'était produit pour Solange, pourquoi pas pour lui? Son frère referait surface, ou on le découvrirait par hasard. Un homme qui expliquerait simplement: «Voilà, j'avais voulu tirer un trait sur mon passé, je voulais qu'on m'oublie, je voulais recommencer à zéro». C'était pour cet espoir fou que dès qu'un week-end de libre se présentait, Yves Duchâteau poussait sa femme à sortir en mer. Très motivé, il avait obtenu aisément son permis, plaisance option côtière. Avec leurs économies qu'ils avaient amassées pour l'achat d'une maison en Normandie, ils avaient finalement fait l'acquisition d'un petit voilier d'occasion à un ancien baroudeur. Ils levaient l'ancre, partaient plusieurs jours, parfois presque 2 semaines. Lors de leur escapade, Yves s'arrêtait quelque part au feeling. Il posait des questions aux habitants, aux plus vieux d'entre eux qui avaient souvent un œil ou une oreille indiscrète qui traînait par-ci par-là. Il avait appris à les cuisiner, l'air de rien, tel un touriste féru d'histoire, d'anecdotes, espérant cet indice qui le mettrait sur une piste. Comme cet accent du père de Solange Guérin qui avait permis de le démasquer. Mais ses réelles motivations pour obtenir ce poste, Yves les avait toujours gardées secrètes. Même sa femme Nadia les ignorait. Elle pensait qu'il avait souhaité faire un interlude dans leur vie trop citadine et élever leur fille au soleil. Avoir plus de moments pour eux, profiter de la mer. C'était vrai en partie. Ce n'était pas le principal. Il n'avait pas désiré lui en dire plus. Cela l'aurait peut-être inquiété. Yves savait que la recherche de la vérité n'était pas toujours un parcours qui conduisait au bonheur. Soit son frère était mort, soit il avait délibérément voulu disparaître. Mais pourquoi François aurait-il souhaité agir ainsi à 25 ans à peine? Qu'avait-il bien pu faire de répréhensible qui l'aurait poussé à s'éclipser? Et de cela, il s'en inquiétait un peu. Ballotté de famille d'accueil, puis en foyer pour jeunes, ce n'était pas un enfant de cœur. À 15 ans, il avait fait une grosse connerie, même si le pion l'avait mérité. Heureusement pour lui, comme il était mineur, cette bastonnade orchestrée avec ses potes du pensionnat n'apparaissait pas dans son casier judiciaire. Yves avait pu parler à sa copine de l'époque quelques semaines après sa disparition. Elle était encore sous le choc. Elle était rentrée dans leur gîte avant lui, le laissant discuter entre hommes avec son ami, Olivier, et un touriste français dans un bar. Ces derniers étaient partis bien avant lui. Sa petite amie pensait le voir appliqué au petit matin, comme cela s'était déjà produit lors de leur précédente virée nocturne. Mais il n'était pas revenu, ni les jours suivants, ni au Beef Island Airport le jour de son vol pour San Juan, une île où il voulait prospecter. Les autorités de l'île de Tortola avaient effectué des recherches en mer, interrogé des clients de différents bars qui l'avaient écumé, y compris quelques petits revendeurs de marijuana, au cas où, mais rien. Il s'était volatilisé. Officiellement, son frère n'était pas mort, mais rien ne prouvait qu'il fût encore en vie. Yves avait mené sa propre enquête quelques semaines après sa disparition. Cependant, il était inexpérimenté et n'avait peut-être pas osé toutes les bonnes questions. Il ramena son regard vers la surface de son bureau. Sa petite pause lui suffit tout à coup. Il replongea dans la pénibilité du boulot administratif. Il achevait de terminer d'écrire un A en lettres capitales sur l'entête d'un énième formulaire lorsque son collègue, chez qui il devina un début d'embonpoint, entra précipitamment. « Yves, viens écouter un peu. Il y a une cinglée d'américaine, une certaine Harmony Flint. » Et Jérôme prononça le « in » comme un, à la française, ce qui le fit sourire. Il l'appréciait bien, ce Jérôme Jourdan, même si depuis qu'il vivait aux Antilles, quelques poils avaient poussé dans les paumes de ses mains. Un effet secondaire de la tropicalisation. La nana, limite hystérique, nous prétend que son mari ne s'est pas présenté pour embarquer sur le dernier bateau.
Elle l'aurait déjà cherché partout et il se serait volatilisé comme par enchantement. Intrigué, le gendarme Yves du Château se leva d'un bond. 20h30. Ça tombait à point nommé. Un peu d'action après ces heures fatigantes d'ennui dans la paperasserie. Une disparition. Immédiatement, il ne put que ressentir de l'empathie envers cette femme. Il ne devait pas laisser l'affaire entre les deux hémisphères cérébraux de Jérôme. Même si à Saint-Barth, il ne pouvait s'agir d'une disparition inquiétante. Encore un qui s'était sûrement trop attardé à un bar et qui cuvait quelque part. Quoique, parfois, ça finissait mal. Une mauvaise chute dans un sentier perdu, ou une noyade par excès de confiance n'était pas rare. Chapitre 2. Voyager plein d'espoir est plus important que d'arriver à bon port. L'étoile de Pandore de Peter Hamilton. Le puissant catamaran voyager, reliant l'île de Saint-Martin à Saint-Barth, ralentit fortement sa vitesse. La balise rouge était maintenant à portée de vue. Alors qu'il avait tracé jusque-là à vive allure, le capitaine ne pouvait plus dépasser les 5 nœuds. 10 heures du matin. Ils étaient à l'heure. Harmony Flint se retira du cocon confortable formé par le buste robuste et les bras sécurisants de son mari. Elle enfonça aussitôt la main dans son sac en toile blanc, beaucoup plus profond que large. Un achat qu'elle reconnaissait volontiers comme un acte compulsif, effectué la veille à la boutique de leur hôtel. Mais il collait tant avec l'image qu'elle s'était forgée des séjours dans la Caraïbe. Les contours des îles de Saint-Martin et de Saint-Barth y étaient brodés aux côtés d'un couple de dauphins bleus. Ceux-ci sautillaient juste en dessous d'un soleil jaune, représenté par un cercle, d'où partaient des rayons tels que le dessinaient les enfants. C'étaient ces détails, pourtant anodins, auxquels elle n'avait pas pu résister, de ceux qui la faisaient se sentir totalement sous les tropiques et en vacances. Fouillant d'un geste plus exaspéré, elle tomba sur une crème hydratante, un brumisateur tout neuf, un flacon de parfum Lancôme presque vide, un brillant à lèvres, son passeport américain, et une pochette en tissu épais au motif fleuri. Cette dernière, très usée, tranchait avec le reste si moderne, en parfait état. Un trompe-l'œil. En réalité, elle contenait une somme d'argent non négligeable. Elle s'agita davantage car elle devait dénicher au plus vite son iPhone. Elle ne voulait en aucun cas rater l'entrée dans le joli port de Gustavia, où l'on devinait déjà, à tribord, un passé singulier avec les ruines du fort de Gustave III. L'île avait brièvement appartenu à la couronne suédoise avant de redevenir française, d'où le nom de la ville qui rendait hommage à ce roi. C'était d'ailleurs sur ce monument historique, au perché, qu'elle comptait se rendre sous peu. Elle ne désirait pas combler toutes ses prochaines heures en séance de bronzage. Elle le tint enfin, tout juste à temps. Chaque année, grâce à son forfait téléphonique, elle pouvait en acquérir un flambant neuf, même si l'ancien pouvait encore servir. C'était le paroxysme de la société de consommation. Jeter avant que ce ne soit usé. Malgré sa fibre écolo qui s'étoffait de plus en plus, elle jura qu'à son futur passage chez son fournisseur de téléphonie mobile, elle en choisirait un de couleur flashy, jaune ou rose. Ça trancherait mieux dans l'obscurité de ses sacs qui contenaient toujours trop de bric-à-brac. Ainsi, elle ne perdrait plus autant de temps à le trouver. L'entrée dans la baie fut une authentique carte postale. Nul besoin de Photoshop. Ciel bleu, avec de rares nuages blancs inoffensifs, mer lisse et turquoise sur laquelle des bateaux à voiles multicolores s'avançaient avec langueur vers leur lieu d'ancrage. Derrière les quais, on apercevait des bâtiments peu élevés, abritant pour la plupart des commerces. Leurs façades soigneusement entretenues donnaient déjà un avant-goût de la propreté qui pouvait régner sur l'île. Et ici, la salubrité allait de pair avec le luxe. D'un coup d'œil furtif, Harmonie observa juste à côté d'elle la jeune femme brune, plus affalée que réellement assise sur son siège métallique. Celle-ci retrouvait enfin quelques couleurs. Avec subtilité, elle changeait de teint, en virant d'un gris verdâtre inquiétant vers un rose pâle, plus rassurant. Toutefois, des gouttes de sueur coulaient encore le long de son cou fin, épongé sur le champ par son compagnon attendri, au look de golfeur, avec sa casquette blanche enfoncée, son polo orange et son pantalon trois quarts. Une fois qu'il l'eut soulagé, il reprit en main le magazine en papier glacé. Celui-ci,
entièrement dédié aux montres haut de gamme vendues dans les boutiques de l'île, faisait fonction d'éventail. Pouponnée outrageusement pour débarquer telle une starlette sur la terre des people, la femme n'en menait pas large. Mascara dégoulinant, rouge à lèvres débordant le contour de sa bouche, cheveux en bataille, tout ce qui était censé rehausser sa beauté semblait s'être ligué contre elle. En fin de compte, pour Harmony Flint, la traversée fut idyllique. Elle n'avait éprouvé qu'un léger mal de mer et qui fut de très courte durée. Une fois l'île fourchue dépassée, le creux des vagues avait nettement diminué et la mer s'était lissée à l'approche de la balise rouge. Elle était devenue presque aussi horizontale que la surface du lac Michigan, où elle aimait tant flâner le long de ses rives, surtout les plus septentrionales, restées très sauvages. C'était là-bas sa résidence secondaire, une résidence à ciel ouvert, où désormais son mari l'accompagnait. Même si elle devait le pousser un peu lorsqu'il régnait un froid de canard. Par amour pour sa femme, Maxence Rousseau avait délaissé la Floride, éternellement ensoleillée, pour rejoindre le Wisconsin, cet État beaucoup plus au nord, où les moins frisquets supplantaient en nombre les moins chauds. Un territoire où le blizzard pouvait être si ravageur. Les petites Antilles, c'était tout l'inverse de la météo qu'elle venait de quitter, ce qui la rendait radieuse. À cet instant, elle ne voulait être nulle part ailleurs. Depuis plusieurs jours, elle avait lu et épluché tout ce qui pouvait être intéressant au sujet de ces îles du Nord, des French West Indies. Malgré toutes les infos qu'elle avait trouvées sur Internet, elle s'était procuré le dernier Lonely Planet. Elle l'avait étudié de long en large, ainsi que tous les dépliants touristiques mis à disposition sur le bureau moderne, totalement transparent, de leur chambre d'hôtel. Pour cette journée d'excursion, le programme fut choisi volontairement basique. Visite des quelques monuments historiques de la ville, dont les ruines du fort, puis déjeuner au restaurant Le Côté Port. Un couple de vacanciers italiens, rencontrés lors du buffet du matin, leur avait renseigné cet endroit. Le prix du plat du jour y était appréciable, surtout pour les bourses de la classe moyenne comme la leur. Après le repas, ils avaient prévu le farniente sur la plage de Shell Beach, le lieu de baignade le plus proche et le plus agréable, situé non loin de l'embarcadère pour le ferry. Ne connaissant pas l'île, ils préféraient ne pas trop s'éloigner. S'il leur restait un peu de temps, ils se promèneraient dans les ruelles de Gustavia, avec une séance classique de l'âge vitrine dans le carré d'or de la ville, avant de reprendre le dernier bateau de 17h45. Tomber sur la robe de soirée originale serait la cerise sur le gâteau, espérait-elle, un gâteau déjà très alléchant, rien qu'à observer l'entrée dans Gustavia. Ce 5 décembre 2016 allait être une journée confortable, pas trop chargée, comme elle les appréciait. Elle ne s'était jamais sentie l'âme d'une aventurière, et ce n'était pas à 32 ans qu'elle souhaitait commencer. Parcourir le monde avec un lourd sac à dos ou remplir ses vacances par un excès d'activités contraignantes, très peu pour elle. Durant leur séjour, ils avaient prévu de réserver un voilier avec un skipper sympa pour une mini-croisière de 2 jours. Et pourquoi pas, s'était-elle dit quelques minutes plus tôt, ne pas découvrir l'île fourchue qu'ils venaient de dépasser? Une terre émergée à mi-chemin entre Oyster Pond et Gustavia, un territoire privé, mais inhabité, si elle avait bien retenu ce qu'elle avait lu à son sujet. Elle regarda de plus près ses doigts, puis les glissa sur son visage. Elle découvrit une pellicule de sel non négligeable qui s'y était déposée. Elle tenta de l'enlever avec la serviette rafraîchissante qu'elle avait conservée de leur vol reliant New York à Sint Maarten. Cette escale à la Big Apple avait été un peu longue, plus de 3 heures. Elle se souvint de cet Anglais d'âge mûr, assis à côté d'elle, qui l'avait complimenté sur sa tenue, un tailleur pantalon fuchsia qui lui donnait déjà un air de vacances. Coquin et malin, l'homme l'avait flatté après avoir attendu que Maxence s'éloigne. Ce dernier voulait à tout prix dénicher un journal en français, si possible une édition du jour, qu'il ne trouva d'ailleurs pas. Le voyageur anglais lui avait clairement fait du rentre-dedans, une expression que Maxence venait juste de lui apprendre. Le goût salé infiltrait ses lèvres jusqu'à sa gorge. Elle ressentit une soif intense. L'un des membres d'équipage, au teint brun cuivré, était pourtant passé à plusieurs reprises avec un plateau regorgeant de jus tropicaux. Son service l'avait épatée.
Malgré le tangage, pas la moindre goutte de liquide n'était tombée à terre. Un job taillé pour un équilibriste ou pour ces clowns avec leurs habits trop amples. Ces derniers jouaient au faux maladroit, feignant de trébucher maintes fois, sans jamais renverser le seau d'eau qu'ils portaient sur la tête. Maxence avait bu d'une traite le verre de jus. Ensuite, il avait rejoint l'avant du pont pour catapulter le gobelet vide dans la poubelle fixée au sol. Sa journée aurait été gâchée si le déchet s'était retrouvé en pleine mer. Le réflexe de vouloir garder l'environnement propre en toutes circonstances et si possible tout recycler semblait inné chez lui. De ce fait, c'était toujours lui qui s'occupait du tri domestique. Résultat, 0 gaspillage, 100% recyclage. Français immigré aux États-Unis, il avait réussi à persuader son épouse, l'incarnation même de la citadine américaine, à cultiver un potager. Et leurs légumes étaient excellents, surtout si c'était lui qui les préparait. Un véritable chef, de surcroît français. Quelle femme ne rêverait pas d'un mari cuisinier qui la libérerait de cette tâche qu'elle considérait ingrate lorsqu'elle était quotidienne et donc obligatoire. Mais Harmonie n'avait pas voulu de ces rafraîchissements, malgré l'insistance de ses serveurs antillais. Son torse était moulé par un t-shirt bleu roi arborant le logo de la compagnie maritime, une bouée blanche entourant un gouvernail en bois. Il possédait des mollets fuselés dignes d'un sportif de haut niveau. Il s'épongeait régulièrement le front avec un foulard beige qu'il sortait de la poche arrière de son bermuda kaki. Plusieurs fois, il était venu se poster devant elle et planter ses yeux bruns, très clairs, dans les siens. Elle avait été gênée par sa robe légère qui remontait à chaque bourrasque, révélant la racine de ses cuisses. Elle avait craint que ce vent indiscret n'aille jusqu'à dévoiler sa petite culotte trop échancrée en dentelle noire. Elle l'avait choisie à la dernière minute, car elle voulait être sexy de la tête aux pieds. Après tout, c'était les vacances. Les sous-vêtements conventionnels qu'elle enfilait pour se rendre au boulot, elle n'avait plus envie de les voir ni de les sentir sur sa peau. Toutefois, le regard insistant du jeune homme avait provoqué un fard de honte sur ses joues. La prochaine fois, elle opterait pour un short, une tenue plus adaptée pour ce type de traversée. Cette robe trop cintrée à la taille favorisait l'envolée du bas, sans parler de son décolleté trop profond qui attirait l'attention. Inconsciemment, avait-elle voulu, elle aussi, endosser le personnage d'une starlette? Surtout avec son chapeau rose à larges bords et ses lunettes de soleil aux montures rouges signées Michael Kors. Un look glamour, mais totalement inadéquat. Le chapeau avait failli rejoindre les flots, Maxence l'avait rattrapé in extremis en plein vol. Son mari, son éternel chevalier servant. Adossée contre le bastingage métallique du pont supérieur, elle s'était levée contre lui, le trouvant tellement élégant avec sa chemise blanche et son bermuda gris clair en lin. Il avait choisi l'endroit idéal, à l'arrière, dans le sens du déplacement. Il avait pu ainsi voir défiler un spectacle ahurissant. Des bancs de poissons volants semblaient vouloir les poursuivre. À l'horizon, ils avaient deviné les silhouettes de plusieurs îles, dont elle ignorait le nom. De ce fait, teintée de mystère, elle invitait à d'autres voyages, d'étranges découvertes. Une traversée idyllique où ils avaient ri également lorsque les creux des vagues avaient provoqué de larges éclaboussures et cris de frayeur chez certains. Grâce à ce spectacle, Harmonie avait pu feindre de ne pas voir les regards courroucés du serveur. Quel âge pouvait-il avoir? Pas plus de 24 ans, probablement. L'impertinence de la jeunesse s'était-elle couplée à l'atmosphère tropicale sensuelle qui donnait, semblait-il, la permission aux hommes de tout oser en matière de séduction, même lorsqu'une femme était adossée à son compagnon? Harmonie adorait être dans les bras de son mari. Des membres solides, recouverts de poils noirs, comme l'était tout autant son torse. Un mâle, un vrai. Elle avait dû attendre longtemps avant qu'il ne surgisse dans sa vie. L'homme dont elle avait toujours rêvé. Protecteur, viril, au caractère trempé, mais éperdument amoureux. Ils s'étaient rencontrés quelques mois après qu'elle eut soufflé ses 30 bougies. Un chiffre qui devenait sensiblement inquiétant pour une femme. Une horloge commençait à faire tic-tac, tic-tac dans la tête, dans le bas du ventre. Une bombe à retardement. Cet âge lui avait provoqué d'étranges sensations. À chaque fois que l'une de ses connaissances se félicitait de son mariage ou de la venue prochaine d'un enfant, elle les encourageait du bout des lèvres, mais le sourire était forcé,
confirmant ainsi son mal-être. À la joie de l'annonce se mêlait une jalousie sourde de ne pas pouvoir bénéficier du même bonheur. Puis, Maxence avait débarqué dans son existence. Une embellie dans sa vie, sans l'ombre d'un nuage. Enfin presque. Il y eut un petit doute, une suspicion passagère. Rien de méchant, rien d'important. Du moins c'était ce qu'elle espérait, ce qu'elle croyait toujours. Elle ne songeait plus depuis de longues semaines à cet épisode. Pourquoi ses pensées se dirigeaient-elles vers de si mauvais souvenirs, alors que le lieu ne s'y prêtait pas? Ils étaient pourtant arrivés à bon port, les quais qui les séparaient d'Augustavia étaient presque à portée de main. Les vacances ne faisaient que commencer. Chapitre 3. Une suspicion de tous les instants est une garantie de survie. Aucune bête aussi féroce, Edward Bunker. Harmonie regardait les enseignes de luxe qu'on devinait derrière les quais. Elle se souvint de ce jour de pluie, il y a 6 mois, pratiquement 1 an et demi après leur mariage. Maxence était sorti de leur jardin sans emporter son iPhone. Un fait plutôt rare chez lui. Se séparer de son téléphone était devenu d'ailleurs exceptionnel pour presque tous les hommes et femmes de ce nouveau siècle numérique. Mais il y avait eu d'abondantes averses durant la nuit. Il voulait constater l'amplitude des dégâts sur les fleurs de son parterre, ainsi que l'avancée de sa plantation de tomates qui, elle, était protégée sous une serre. Son portable s'était mis à vibrer sur la table basse en verre de leur salon. Il commençait à se déplacer tel un animal perdu qui sautillait sur un territoire hostile. Un numéro avec l'Area Code 305 de Miami et le prénom Sonia s'était affiché sur l'écran devenu lumineux. Harmonie, qui lisait dans le canapé, s'en était tout à coup saisie. Elle avait couru aussi vite qu'elle le pouvait vers la serre, assez imposante, sur laquelle dégoulinaient les eaux de pluie. Maxence l'avait lui-même construite, tout au fond du jardin, à l'endroit le plus ensoleillé. Elle lui avait tendu le téléphone juste avant qu'il ne s'éteigne. Furtivement, il avait regardé l'écran sans décrocher. Son visage s'était figé et reflétait un certain agacement. Mais ce fut d'un ton banal et d'une voix indifférente, peut-être trop indifférente, qu'il lui avait lancé « Oh, encore une erreur !» Une réponse étrange. On n'encodait pas un prénom avec un numéro, si celui-ci était erroné ou ne correspondait pas à une connaissance, avait-elle tout de suite songé. Ses vieilles craintes, celles de la trahison, de l'infidélité, du mensonge, reprirent le dessus. Elle qui était pourtant persuadée de s'en être débarrassée, voilà que toutes ses peurs teintées d'angoisse devinrent incontrôlables, envahirent toutes ses pensées. Dès qu'il laissait son téléphone sans surveillance, comme lorsqu'il partait faire son jogging, elle ne se gênait pas pour fouiner dedans. Elle faisait aussitôt défiler tous ses contacts de A à Z, parcourait tous les numéros entrants et sortants récents. Un jour, une crampe au mollet avait contraint Maxence à rentrer précipitamment. Harmonie n'avait pas entendu la porte de la cuisine s'ouvrir. Maxence l'avait ainsi surprise, très concentrée, les doigts glissant sur l'écran tactile. Mais elle avait anticipé une telle situation. D'une voix neutre, elle lui avait pondu un alibi. N'était-elle pas en train de chercher les coordonnées du plombier qui s'était occupé de leur douche, celui qui, enfin, ne les avait pas arnaqués et avait résolu le problème? Et seul Maxence avait eu le réflexe d'encoder son nom et son numéro de téléphone. Harmonie avait une fâcheuse tendance, par souci d'ordre permanent, à jeter sans réfléchir tout prospectus publicitaire. Or, lui avait-elle précisé, elle en avait absolument besoin pour le refiler à sa collègue Dorothy Green, dont l'évier de la cuisine restait désespérément bouché. Tout ceci était véridique, ce qui rendait la Libye crédible. Dès que sa crampe cessa, Maxence avait pris en main son téléphone. Il lui avait retrouvé les coordonnées du plombier, Geoffrey Bowles, sans jamais, du moins elle l'espérait, comprendre sa manœuvre. Le hasard, ou était-ce l'œuvre de leurs anges gardiens, avait fait que ce jour-là, ils avaient décidé de se rendre au cinéma de leur quartier. Ils repassaient l'Odyssée de Pi, de Ang Lee, à l'occasion d'autres événements culturels indiens qui avaient lieu un peu partout dans la ville de Milwaukee. Ils avaient poursuivi leur soirée sur le thème de l'Inde, en allant dîner au restaurant Le Maharaja. Une soirée exotique merveilleuse. Le film s'était révélé très émouvant, leur repas délicieux, comme pour booster leurs sentiments. Ils étaient complices, amoureux, sereins. Elle s'était sentie à nouveau bien, en sécurité. C'était l'homme de sa vie.
Elle s'était trouvée ridicule d'avoir été si suspicieuse. Maxence n'avait absolument rien à cacher. D'ailleurs, plus jamais le numéro associé au prénom Sonia n'avait refait surface. Dans son répertoire, il ne subsistait que des contacts utiles. Médecin, plombier, livreur de pizza, club de sport, société de taxi, et aussi quelques voisins dont il gardait parfois le chien. Elle avait donc cessé de l'espionner, ça devenait malsain. Elle se devait de lui faire entièrement confiance, les yeux fermés. Sinon, à quoi rimait leur engagement, leur mariage? Harmonie regarda intensément Maxence, visiblement heureux d'être là avec elle. Il l'aimait avec passion et dévouement. Elle se sentait tellement apaisée depuis qu'ils vivaient ensemble. Elle avait assez de ses 10 doigts pour compter le nombre de désaccords qu'ils avaient pu avoir. Seulement des désaccords mineurs, comme sur le choix d'un restaurant ou d'un hôtel pour une escapade le temps d'un week-end. Pas de réelles disputes, pas de ton violent. Quoique, si, il y en avait eu au moins une. C'était en rapport avec son frère dont il ne voulait plus entendre parler. Et elle lui avait donné raison, même si ce fut douloureux de couper les ponts avec celui-ci. Mais jamais il ne s'était couché fâché. C'était l'un des leitmotifs de Maxence, une règle permettant l'équilibre harmonieux de leur couple qu'ils formaient depuis presque 2 ans. Parfois, Harmonie aurait souhaité qu'il reçoive un peu plus de monde, ou qu'il accepte plus souvent les invitations à dîner dans le voisinage. Mais Maxence n'en était pas très friand. Il était poli avec les gens, rendait service, mais n'avait pas envie de plus. Maxence, un homme qui appréciait le bonheur simple, un quotidien exclusivement à deux et tourné vers eux-mêmes. Chapitre 4. On trouve plus de certitude sur un visage que dans les paroles. De Massamakan Diabaté, une hyène à jeun. Gustavia, 10h15. La température après seulement 1 heure de traversée avait augmenté. Maxence Rousseau prit la main de sa femme, tandis qu'il se dirigeait vers l'escalier métallique menant au pont inférieur. Bientôt, il mettrait enfin un pied à terre. Il aimait toujours être aux petits soins avec elle. Pour la satisfaire, ne s'était-il pas renseigné sur la météo afin d'être certain que la mer serait clémente ce jour? Harmonie pouvait vite souffrir de mal des transports, en voiture en tant que passagère, en bus et surtout en bateau. Elle l'avait déjà prouvé sur le ferry qui faisait la liaison entre Milwaukee et Muskegon, situé sur la rive est du lac Michigan. Il aurait cependant été contrarié si la mer avait été mauvaise, car il préférait réaliser cette excursion ce jour-là. Le temps de traversée entre Oyster Pond et Gustavia n'était que de 45 minutes, voire moins dans le sens inverse, mais les creux pouvaient être redoutables, surtout en ces jours de décembre. Prévoyant, il avait également réservé la veille les billets aller-retour. Après une vingtaine de mois de vie commune, il connaissait les petites habitudes et vicissitudes de son épouse. Elle ne supportait pas les imprévus prévisibles. Elle n'aurait pas toléré se voir refuser d'embarquer et de devoir retourner bredouille, tels des enfants punis de récréation. Clic, 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 clic. Harmonie persévérait, d'une seule main, à mitrailler avec son iPhone leur arrivée à Gustavia. C'était un léger désaccord entre eux. Maxence préférait profiter de l'instant, observer de ses propres yeux, plutôt que de devoir s'occuper d'un écran de téléphone. Découvrir Saint-Barth était l'un des objectifs prioritaires pour sa femme, et elle n'allait pas en perdre une seule miette. Par souci d'équilibre budgétaire, comme il aimait à plaisanter en prenant l'intonation d'un homme politique, il ne dormirait pas sur place. Le prix de la nuitée, quel que soit le type de logement, demeurait largement plus onéreux qu'à Saint-Martin. De plus, les fêtes de fin d'année frappaient à la porte, dormir à Saint-Barth aurait été indécent, un coup de sabre dans leur budget, selon les termes exacts de sa femme. En lieu de consolation, depuis la terrasse de leur chambre d'hôtel, ils bénéficiaient d'une vue panoramique sur la silhouette fantastique de cette île qui abritait en toute discrétion des villas pour stars, oligarques russes et autres fortunés. Harmonie se prit tout à coup en selfie, puis se colla à lui pour tenter d'immortaliser leur visage, joue contre joue, avec un sourire écarlate. Des complexes, elle en avait, mais de sa dentition, elle en était fière. C'était vrai qu'il était beau, son sourire. Des dents solides, alignées à la perfection, même si elle avait dû recourir récemment à un blanchiment, séquelle de ses excès de café. Mais elle n'eut pas le temps de les photographier tous les deux, Maxence s'était déjà dégagé de l'objectif. Non, pas mon visage. Combien de fois dois-je te rappeler que je ne veux pas? Prends juste mes lèvres, si tu veux. Mes lèvres,
Elles sont toujours potables, mais pas le reste. » Maxence montra une mine irritée, mais son sourire reprit vite le dessus. Elle avait tenté encore une fois sa chance, au cas où il aurait changé d'avis. Elle n'insista pas. Elle savait combien il avait horreur d'être immortalisé en photo. Il se trouvait trop cerné, le nez trop long, ou encore les cheveux mal coiffés. Il y avait toujours quelque chose qui ne lui convenait pas. Elle l'avait déjà taquiné en lui disant qu'il réagissait comme ces femmes coquettes qui refusaient d'être photographiées sans maquillage. Ce n'était pas demain la veille qu'elle pourrait encadrer son portrait et le voir trôner sur son bureau du 10e étage de sa tour de verre. Maxence, avec ce visage carré, ses cheveux bruns mi-longs avec de rares mèches grises sur les tempes qu'on ne pouvait deviner qu'en s'approchant de très près. Peut-être n'avait-il pas cette beauté fatale qu'avaient certains hommes et qui faisait tomber les femmes à la renverse. Mais il avait des yeux magnifiques, des yeux bleus semblables au ciel de la Floride, là où tout avait commencé. Un regard qui avait fait chavirer sa future épouse dans cet hôtel de Miami. La ville était devenue leur endroit fétiche, le point de départ de leur idylle. Dès qu'ils entendaient ce nom, leurs pupilles s'illuminaient. Miami servait de mythe fondateur dont les couples avaient tant besoin. Une histoire à laquelle les amoureux se raccrochaient lorsqu'ils dérivaient. Miami où elle était si seule, enfin presque. Il y avait son frère, mais ça ne comptait pas. Il ne comptait plus. Maxence avait eu raison de l'obliger à arrêter tout ça. Son frère l'avait fait sombrer dans une mélancolie inquiétante. Le bateau entama sa manœuvre d'amarrage. Ils s'embrassèrent pour marquer l'événement. Chapitre 5. Un fantasme assouvi est un rêve déchu. Elisabeth Carly. Au milieu de l'escalier métallique, devenu anxieux, Maxence serra un peu plus la main de sa femme. Déjà 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où Maxence Rousseau avait imprimé les billets d'avion électroniques ainsi qu'une carte des Petites Antilles. Avec d'épaisses flèches noires dessinées au marqueur indélébile, il y avait indiqué les îles de Saint-Martin et de Saint-Barth. Il avait placé les documents à l'intérieur d'une boîte mauve, la couleur préférée de son épouse. Ce ton revenait partout dans les éléments décoratifs de leur maison. L'eau de vaisselle, tableaux, serviettes de bain, et surtout leur chambre à coucher dont les murs avaient été repeints entièrement en lilas. Harmonie, une romantique dans l'âme. Se penchant pour les femmes fragiles, sensibles, il l'avait sans doute toujours eue, et son épouse était de ce type-là. Il avait souvent rêvé d'une relation fusionnelle, et tant pis si les psys trouvaient cela pathologique. Il se sentait sans cesse prêt à la protéger, à lui prodiguer de l'amour, tout manque risquant de la faner. C'était dans cet état-là qu'il l'avait d'ailleurs rencontrée. Une fleur en train de mourir, à 2 doigts de plonger dans une dépression profonde, dans cet hôtel de Miami. 3 mois auparavant, pour leur petit déjeuner, il avait donc dressé la table sur la terrasse à l'arrière de leur maison. Celle-ci, protégée par une véranda, permettait de prolonger un peu l'été. À cette heure pourtant matinale, il faisait une température agréable, et avant de partir au boulot, elle aimait regarder le jardin fleuri. Le service en porcelaine qu'il s'était offert comme unique cadeau de mariage avait été sorti pour l'occasion. Une table trop splendide pour un jour de semaine, mais il voulait l'émerveiller. En se levant, elle avait découvert des pancakes, des toasts grillés, une salade de fruits frais et même des œufs brouillés. La boîte mauve trônait sur l'assiette de sa femme pour plus de mystère. Harmonie l'avait ouverte, impatiente, ne sachant absolument pas ce qu'elle pouvait contenir. Le mois précédent, il lui avait offert une chaîne en or avec une topaze pour son 32e anniversaire. Pour le célébrer, ils avaient dîné au Carnivore, un restaurant situé dans la partie est de la ville de Milwaukee. De ce fait, elle écartait l'hypothèse d'un bijou, à moins qu'il ne soit devenu fou. D'autant plus que ses moyens étaient limités depuis la pause carrière qu'il avait décidé de s'octroyer après leur mariage éclair. Harmonie avait déchiré l'enveloppe avec une sauvagerie inhabituelle. Il lui avait pourtant préparé un coupe-papier, connaissant sa manie de toujours vouloir que le courrier soit ouvert avec soin. Sa femme était une experte comptable jusqu'au bout des ongles. Il s'était régalé en épiant ses yeux qu'il vit s'écarquiller peu à peu. Elle lui avait crié « Un voyage dans les Caraïbes, c'est une folie !» Ému, il lui avait répondu « Oui, car je suis fou de toi. » Ils s'étaient embrassés avec fougue, sans même croquer dans un pancake, avaient fait l'amour dans leur salon en oubliant l'heure.
Elle avait ensuite rejoint son bureau dans sa tour de glace en plein centre-ville. Avant de descendre de sa voiture garée dans le parking souterrain, elle avait noué ses cheveux blonds dans la nuque. Elle avait une coiffure plus stricte. Elle pensait ainsi camoufler leurs récents ébats. Ce jour-là, ses collègues l'avaient trouvée étrangement radieuse pour une retardataire. Pour ne pas attiser la convoitise, elle ne les avait pas tenus informés de ce merveilleux voyage. D'ailleurs, elle ne leur avait jamais présenté Maxence et évoquait rarement son couple. Cela ne le dérangeait pas, car lui aussi aimait protéger leur vie privée. De plus, Harmony n'entretenait que des relations strictement professionnelles avec les employés de la Miller Brewing Company, la plus ancienne brasserie de Milwaukee. Elle n'y avait pas de réelles attaches et ils auraient pu décider d'aller vivre autre part. Sa femme vivait depuis peu à Milwaukee, un emménagement forcé, suite à son licenciement pour faute grave de son précédent boulot. Situé dans le sud-est de l'État de Wisconsin, Maxence n'avait jamais entendu parler de cette ville avant d'y déposer ses valises. Mais désireux de changer lui aussi radicalement de vie, il n'avait jamais regretté le choix d'avoir tout plaqué pour la rejoindre. Sa femme, quant à elle, ne s'était liée d'aucune profonde amitié, ni dans son voisinage, ni dans son club de fitness. Des copines, elle semblait s'en méfier. Maxence l'avait deviné suite à quelques réflexions qu'elle lâchait souvent sur le sexe féminin. Seule demeurait l'amitié de Shirley Connors, qu'elle connaissait depuis l'adolescence. Elle ne se voyait qu'environ une fois par an, Shirley ayant emménagé sur la côte ouest et leur dernier rendez-vous avait dû être reporté. Maxence sortait à peine d'une mauvaise grippe, il n'était pas en état pour l'accompagner. Harmony se devait de rester auprès de lui. Shirley avait été déçue, elle aurait voulu enfin découvrir le mari de son amie. Cependant, ce n'était que partie remise. Ayant eu la chance de ne pas tomber malade durant l'année 2016, les paid sick days qu'Harmony n'avait pas utilisés pouvaient être transformés en congés annuels. Disposant de peu de jours de vacances, 15 par an, ce repos au soleil en hiver tombait à pic. Refaire le plein d'énergie était indispensable pour sa femme. Maxence, lui, n'en avait pas vraiment besoin. Il s'était autorisé une pause pour se consacrer à son rêve, écrire. Cela faisait plus d'1 an qu'il bûchait sur son premier roman. Il ne voulait pas montrer le fruit de son travail tant que celui-ci ne serait pas achevé. Mais Harmony avait tout de suite été enchantée par son projet. Après avoir passé plus de 6 ans comme chef-coq dans le même hôtel à Miami, à 31 ans, il concrétisait un rêve d'adolescent. Et puis, grâce à cette pause carrière, il était très présent. Et de sa présence, elle en avait fichtrement besoin. Harmony s'était juste quelque peu inquiétée du coût de ce séjour. Il l'avait rassurée en répétant sans cesse avoir suffisamment d'économies pour tenir plusieurs mois sans travailler. Les chiffres, les comptes, l'équilibre du budget. Une déformation professionnelle qui se prolongeait trop souvent dans la vie de tous les jours. Elle devait oublier tout cela. Au pire, il reprendrait le chemin des fourneaux un peu plus tôt que prévu, si cela s'avérait nécessaire. Avec son CV en or, il n'avait aucun souci à se faire pour être engagé rapidement. Ils arrivèrent en bas de l'escalier métallique du ferry. Un grand nombre de voyageurs avaient déjà franchi la courte passerelle qui menait à quai. C'était maintenant au tour d'Harmony. Elle repensa à ce couple de Colombiens dont l'accès à bord leur avait été refusé à Oyster Pond. La guichetière leur avait expliqué avec un espagnol impeccable que c'était bien sûr toujours la France, mais pas tout à fait la France, qu'ils étaient overseas. Un imprévu qu'ils auraient dû anticiper avait susurré Harmony à l'oreille de Maxence, puis elle lui avait donné le baiser, celui qui claquait sur la joue, en remerciement de sa prévoyance. C'était grâce à lui, à son organisation, qu'ils étaient là. Le bateau tangua, juste au moment où elle dut franchir à son tour la passerelle. Machinalement, elle accepta la main tendue qui voulait l'aider. À son grand regret, c'était celle de l'employé antillais préposé à la distribution des jus. Elle capta à nouveau ses beaux yeux bruns clairs et détourna aussi vite le regard. Elle lâcha dès qu'elle put sa main, les joues à nouveau en feu. Une autre file les attendait pour un contrôle d'identité. Cela semblait plus relever de la formalité. Pas de fouille de bagages, pas d'interrogatoire. Par contre, il ne s'agissait pas de policiers aux frontières. De façon inhabituelle, des gendarmes assuraient cette mission. Vêtus d'une chemise bleu ciel et d'un pantalon bleu marine qui leur donnait un air moins sévère, ils jetèrent un rapide coup d'œil sur les passeports. Un profond ennui se lisait sur leurs visages. Harmony Flint et Maxence Rousseau se retrouvèrent propulsés sur l'étroit parking de la gare maritime, tout à coup bondé de touristes, prêts à partir à l'assaut de l'île et de ses mythes. Ils se lorgnèrent d'un regard complice. Ça y était,
Ils venaient de fouler officiellement la terre de Saint-Barth, et pour tous les deux, c'était la première fois. Maxence savait que sa femme trépignait d'impatience. Mettre un pied sur ce territoire suscitait chez elle tous les fantasmes. Que ressentirait-elle une fois celui-ci assouvi? Satisfaite? Comblée? Ou déçue? Chapitre 6. Entre femmes jeunes et aimables, l'amitié n'est qu'une trêve. Nicolas Massias, rapport de la nature à l'homme. Dans un crissement de pneus, le taxi s'arrêta juste à la hauteur du couple Flint-Rousseau. Un jeune conducteur aux cheveux roux, plutôt nerveux derrière le volant de sa Renault Clio blanche, espérait effectuer plusieurs courses en un temps record. Plusieurs personnes se collaient déjà à eux, prêtes à les remplacer s'ils venaient à montrer le moindre signe d'hésitation. Harmonie et Maxence ne s'attendaient pas à trouver une telle effervescence sur l'île. Tous ces passagers déversés subitement dans la capitale locale aggravaient l'étroitesse de ce territoire français ultramarin. Le chauffeur s'adressa à eux d'emblée en anglais, avec un accent toulousain. Avec un sourire crispé, il leur somma de se dépêcher. Il promit aux autres clients potentiels d'être de retour sous peu. En haute saison, Lionel Delmas devait assurer une certaine cadence, faire vite pour gagner plus, surtout lorsque le ferry venait d'accoster. Pour tenir le coup, il ne s'encombrait pas d'allumer cigarette sur cigarette qu'il fumait en un temps record. Harmonie et Maxence Rousseau n'hésitèrent plus, par peur de se retrouver sans moyen de locomotion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.